Karim. Ok, merci. Thank you, Harald. Donc, merci, Harald, pour cette invitation. Merci à tous pour cette invitation à présenter ce sujet sur les plateformes vaccinales dérivées des adénovirus. Comme l'a dit Harald, je suis professeur de l'Université Paris-Saclay et je travaille à l'Institut Gustave Roussy, dans une unité CNRS. Donc, le plan que je vais suivre aujourd'hui, ça va être de présenter très rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'adénovirus, pour nous donner un petit peu, vous donner, pour ceux qui ne les ont pas, les bases pour la compréhension de ce système viral. Ensuite, je prendrai prétexte de cette présentation pour discuter de nos résultats au laboratoire sur une approche de vaccination basée sur la présentation d'épitopes à la surface de la capside de l'adénovirus. Et enfin, je discuterai des vaccins actuellement sur le marché pour le SARS-CoV-2. Alors, si on reprend de façon très très générale les adénovirus, en fait, les adénovirus sont retrouvés dans différentes espèces. Vous avez un arbre phylogénique sur votre gauche qui est assez horrible, et cet arbre phylogénique vous montre que, en fait, on a des adénovirus dans différents, on va dire, ordres et embranchements, essentiellement donc chez les vertébrés. On va en trouver, par exemple, chez les oiseaux, chez la grenouille, chez les poissons. On va en retrouver chez les mammifères. Donc, on va retrouver des adénovirus dans différentes espèces. Donc déjà, on sait que ces différents adénovirus ont évolué avec leur hôte et se sont adaptés à leur hôte. Donc, la question que ça pose directement, c'est de savoir évidemment quel est le meilleur vecteur, futur vecteur, en fait, meilleur virus qu'on doit utiliser pour une utilisation en particulier chez l'homme. Donc évidemment, on va se rapprocher de virus qui infectent l'homme pour utiliser ensuite des vecteurs chez l'homme. Alors si on regarde très schématiquement l'adénovirus, il a été isolé dans les années, vu en microscopie électronique à l'ère de la virologie structurale. Donc on voit ici une capside d'adénovirus, une particule d'adénovirus ici. À titre d'exemple ici, c'est un AAV, Adeno-Associated Virus, un autre virus qui est beaucoup plus petit, l'adénovirus fait autour de 90 nanomètres. Et cet adénovirus, pour ce qui concerne ceux qui infectent l'homme, on a actuellement 88 sérotypes qui sont décrits, avec une capside que vous voyez ici, qui est très schématique, ici, avec une capside qui fait 20 faces. Donc c'est vraiment un élément très structuré et qui est non enveloppé, donc il n'y a pas de bicouche lipidique, c'est directement des capsomères sur ce virus. L'ADN de ces virus de sérotype humain, et d'ailleurs même pour des autres sérotypes, fait autour de 30 000 à 36 000 paires de bases, et donc c'est un ADN plutôt de grande taille. Ce n'est pas un très grand virus, mais c'est un virus quand même de grande taille. Donc ici, vous avez une schématisation qui vous montre l'adénovirus, donc la capside, avec des spicules, un petit peu comme la spike protéine du SARS-CoV-2, qui est également ici une protéine trimérique, donc qui s'appelle en fait le pinton de l'adénovirus, qui est constitué d'une base qui est ici et d'une fibre qui sort de la capside virale. Alors, ces adénovirus, ils vont se fixer sur des cellules en utilisant différents récepteurs. Ici, vous avez un agrandissement de la structure du virus qui vous montre le composant majoritaire qu'on appelle exon, qui est ici. Et puis, on voit cette structure dont je vous ai parlé, ici, qu'on appelle le pinton. Et ce pinton possède quelque chose qui est trimérique, qui est une fibre. Et ici, au pied, vous avez une base du pinton. Donc, on reviendra un petit peu sur ces différentes parties. Ces adénovirus vont se fixer sur des récepteurs, ils vont utiliser différents types de récepteurs, des récepteurs d'attachement. Donc, par exemple, un des plus connus est le récepteur CAR, qui est un récepteur qui est présent dans les jonctions serrées, mais ça peut être également la desmogléine 2, qui est également présente dans les jonctions serrées. Je pense que les gens qui s'intéressent à la biologie cellulaire ont entendu parler de ce récepteur. Ça peut être également un récepteur au complément, qui est le récepteur CD46. Et puis, pour certains virus, ça peut être les héparines sulfates qui peuvent aussi être utilisés. Ces vecteurs vont utiliser souvent des corécepteurs que sont les intégrines, et en particulier les intégrines vont permettre leur endocytose.
Alors, à côté de ces récepteurs vraiment proprement dits, il existe des adaptateurs, c'est-à-dire des molécules solubles, et un des protagonistes possibles, ce sont les facteurs de la coagulation qui se fixent sur un certain nombre de virus et qui leur permettent de se fixer ensuite aux héparines sulfates. Alors, à partir d'un virus, des adénovirus, on peut développer des vecteurs. Ici, vous avez une diapo qui date un petit peu, mais qui reste toujours d'actualité. Vous avez le virus qui possède donc un génome linéaire, double brun, avec des origines de réplication ici à gauche et à droite. Et on peut, à partir de ce virus, développer des vecteurs. Différentes générations de vecteurs ont été développées. Et en général, on élimine une région particulière qui s'appelle la région E1, qui est considérée comme un chef d'orchestre du cycle viral, de façon à contrôler la réplication virale. Et donc, on a des virus qu'on appelle virus défectifs pour la réplication. Et puis, on peut, entre guillemets, s'amuser à éliminer d'autres régions, par exemple la région E3 ou la région E4, voire éliminer tous les gènes viraux. Évidemment, plus on élimine de matériel génétique du virus, plus on va compliquer le processus de fabrication du vecteur. Alors, deux caractéristiques importantes de ces vecteurs sont le fait qu'ils sont non intégratifs. Il y a un papier qui décrit leur intégration, je crois, dans PubMed, un seul papier. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est accepté par tous de considérer qu'ils sont non intégratifs. Ils peuvent transduire des cellules qui se divisent. Oui, il y a une question? Il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Si vous pouviez couper vos micros, parce que ça fait des interférences, s'il vous plaît. Donc, certains peuvent transduire des cellules en division, et donc ils peuvent transduire des cellules en division, des cellules qui ne sont plus en division, des cellules post-mitotiques. Et vous voyez qu'ici, ces vecteurs ont des capacités de clonage qui peuvent aller de 5000 paires de bases à peu près jusqu'à 30 000 paires de bases en fonction de la quantité de génome qui a été délété. Voilà. Donc, généralement, les vecteurs les plus utilisés sont ceux qui sont délétés juste pour la région E1 et pour la région E3. Alors, un petit résumé justement, puisque je parle des virus, des vecteurs délétés pour la région 1 et la région E3. Donc ici, vous avez le génome de l'adénovirus 5, donc, qui est le sérotype qui a été le plus utilisé, en particulier pour développer des vecteurs de thérapie génique ou de vaccination d'ailleurs. On peut, ce génome, le modifier pour éliminer cette région E1. Et donc, à ce moment-là, on va exprimer une cassette d'expression dans cette région E1 à la place donc, de cette région E1. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces vecteurs ont une capacité de clonage d'environ 7500 paires de bases. Une des qualités qu'a l'adénovirus, c'est qu'il peut être produit à fort titre. En particulier, il peut être purifié, très concentré. Comme c'est un virus qui n'a pas une enveloppe à bicouche lipidique, on n'a pas le problème de la dénaturation quand il est à forte concentration. Et c'est aussi un virus un vecteur, pardon, qui n'est pas confronté à des pathologies importantes chez l'homme. En particulier, ce virus n'induit pas chez l'homme de pathologies importantes chez des gens qui sont immunocompétents. Alors, on a un petit retour sur l'utilisation de ces virus depuis, on va dire maintenant 25 ans, puisque ces virus sont utilisés, ont été testés en fait dans des études précliniques et chez l'homme pour du transfert de gènes. Et comme retour qu'on a, c'est cette diapositive un peu compliquée résume assez bien ça. Lorsque le virus rentre par différents types de récepteurs, récepteurs d'attachement, récepteurs qui permettent l'endocytose, il va se retrouver dans un endosome, et lorsqu'il est dans l'endosome, il va avoir qu'une seule idée, c'est de s'échapper de cet endosome. Des personnes comme Harald et Audrich se sont beaucoup intéressés au trafficking de ces vecteurs le long des microtubules, par exemple. Donc, ils vont prendre les autoroutes que sont les microtubules pour aller injecter leur matériel dans le noyau, et du coup, vous allez exprimer le gène d'intérêt qui est transporté par votre vecteur.
Alors, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été observés, c'est que ces vecteurs, en fait, sont capables de stimuler une réponse inflammatoire très importante, et en particulier, ils sont capables d'être ressentis, détectés par des senseurs dans les endosomes, par exemple par les toll-like récepteurs, mais également par des senseurs cytosoliques. Et ces senseurs vont mettre en œuvre des facteurs de transcription bien connus qui sont impliqués dans l'activation de gènes qui codent pour des cytokines ou des chimiokines. Donc ça va créer une inflammation régionale au site d'injection des adénovirus, des vecteurs adénoviraux. Et puis on a également le fait que le virus va se déshabiller au moment de sa fuite de l'endosome, il va perdre des composants protéiques. Ces composants protéiques vont pouvoir être présentés par les molécules du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité, et donc un certain nombre de cellules vont pouvoir présenter des peptides issus de ces vecteurs adénoviraux, ce qui conduit à l'induction de réponses cellulaires de type lymphocytaire, des lymphocytes cytotoxiques et des lymphocytes helper. Et enfin, les particules virales peuvent être reconnues directement par des lymphocytes B et conduire à la production de réponses anticorps qui peuvent poser problème en transfert de gènes, mais également en vaccination, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, puisque ces vecteurs ont montré qu'ils étaient très immunogènes et qu'ils étaient capables d'induire une immunité innée, en fait, les gens très vite se sont dit qu'on pouvait développer des vaccins à base d'adénovirus en utilisant une première approche qui est une approche d'expression d'un antigène hétérologue sous forme d'un transgène, c'est-à-dire qu'on met une cassette d'expression qui code pour un transgène dans un adénovirus de type 5, avec comme facteur favorisant cette approche le fait que l'adénovirus active l'immunité innée et la maturation des cellules présentatrices d'antigènes, par exemple les cellules dendritiques, le fait qu'il est capable d'induire une réponse à long terme, des réponses anticorps qui durent, des réponses cellulaires qui durent, et ceci est sous-tendu par le fait que l'adénovirus active beaucoup le système immunitaire inné. J'ai parlé tout à l'heure des toll-like récepteurs, donc il peut activer en particulier certains toll-like récepteurs. Alors, cette approche, elle est quand même confrontée au fait que certaines cellules présentatrices d'antigènes ont des difficultés, et c'est vrai chez l'homme, à être transduites par la D5, et également le fait que chez l'homme, on va dire autour de 50% de la population, est séropositif pour la D5, donc a déjà des anticorps anti-AD5. Alors, toujours dans cette même approche, d'approche classique de vaccination, en fait, on peut toujours utiliser une cassette d'expression qui code pour un transgène, pour exprimer un antigène hétérologue, mais au lieu d'utiliser un adénovirus de type 5, donc humain de sérotype 5, on va utiliser un sérotype humain de faible prévalence, et vous verrez que ça va être le cas dans les vaccins dirigés contre le SARS-CoV-2, par exemple l'adéno 26 ou l'adéno 48, pour qui, dans la population générale, en tout cas généralement plutôt européenne ou américaine, en fait, on va trouver très peu d'anticorps contre ces sérotypes. On peut également utiliser des sérotypes d'autres espèces, on appelle ça des xénotypes, et par exemple, ici, un exemple de sérotype de chimpanzé, donc un adéno isolé de chimpanzé, pour lequel nous n'avons pas d'anticorps ou quasiment pas d'anticorps. Donc l'avantage de cette approche, toujours dans une approche classique, mais qui fait appel à des sérotypes particuliers, différents de la D5, c'est qu'on n'a pas ou très peu d'anticorps contre ces vecteurs. Et le défaut, par contre, c'est qu'évidemment, les connaissances qu'on a sur ces sérotypes ou ces xénotypes, elles sont beaucoup plus faibles, puisqu'ils ont été découverts au cours des dernières années, donc on a beaucoup moins de recul que, par exemple, pour l'adéno 2 ou l'adéno 5 humain. Alors juste une petite remarque, le fait d'avoir différents vecteurs de différents sérotypes, en fait qu'on peut maintenant penser à faire en vaccination, à utiliser des stratégies qu'on appelle de prime boost. On injecte par un vecteur et on booste, c'est-à-dire on fait la deuxième injection avec un second vecteur, donc un second vecteur qui est différent, et dans ce cas-là, on appelle cette stratégie hétérologous prime boost, donc un prime boost hétérologue.
Donc l'idée, c'est d'échapper à la réponse anticorps qui aura été générée par le premier vecteur. Donc ça, c'était pour la présentation générale sur l'adénovirus, donc comment à partir d'un virus on peut développer un vecteur, et donc les différentes stratégies qu'on peut utiliser en vaccination. Donc maintenant, je vais vous parler de ce qu'on a fait au laboratoire sur cette approche de vaccination. Donc dans le laboratoire, on s'est intéressé à une approche un peu différente, qui est une approche de vaccination en insérant des épitopes dans la capside de l'adénovirus. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on exprimait un antigène hétérologue à partir d'une cassette d'expression. Ici, on ne va pas exprimer un antigène hétérologue, on va carrément insérer cet antigène hétérologue sous forme d'épitope dans la capside virale. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la fibre qui sort de la capside virale. Donc on peut insérer des épitopes, donc des peptides dans la fibre, ou insérer des peptides dans l'exon, qui est ici la protéine majoritaire de la capside adénovirale. Donc cette approche-là, elle a été testée par différents laboratoires, et nous, ce qu'on s'est intéressé, c'est à essayer de regarder de façon un peu systématique et comparer les sites d'insertion. Donc cette approche, elle s'appelle epitope display, pour exposition d'épitopes à la surface de la capside. Donc cette approche, elle est basée sur la connaissance qu'on a de la structure tridimensionnelle des protéines de capside de l'adénovirus. Donc ici, vous voyez l'exon, qui est une énorme protéine, qui est ici, c'est un trimère, vous avez un exon qui est ici, un exon qui est là, et derrière, il y a un troisième exon. À sa surface, il y a des régions hyper variables qui varient d'un sérotype à l'autre, et nous avons modifié une des boucles qui s'appelle la région hypervariable numéro 5, pour insérer des épitopes et différents peptides au sein de cette région, à la place de cette région. L'autre protéine auquel on s'est intéressé, c'est la fibre. Donc la fibre que vous avez ici est protubère, c'est-à-dire sort de la capside. Cette fibre, en fait, elle est normalement capable d'interagir avec les récepteurs primaires à l'adénovirus, par exemple le récepteur CAR. Et donc, quand vous regardez cette fibre ici sous forme d'un trimère, on se rend compte qu'il y a des boucles ici qui protubèrent dans le milieu environnant. Et donc, on a remplacé cette boucle ou modifier cette boucle pour insérer des peptides dans cette boucle. Donc, dans une première approche, on a regardé l'influence du nombre et du site d'insertion de l'épitope sur le type de réponse immunitaire qu'on pouvait obtenir. En immunologie, on utilise souvent des antigènes modèles, donc on a utilisé comme antigène modèle l'ovalbumine, et donc un peptide dérivé de l'ovalbumine. Donc on a construit différents vecteurs qui possèdent à la surface de leur exon, inséré dans l'exon, cet épitope ovalbumine, une forme courte de cet épitope ou une forme longue de cet épitope. Et on a inséré également des vecteurs qui possédaient cette forme courte de l'épitope ou cette forme longue de l'épitope insérée dans la fibre. Donc je vous rappelle que l'exon, c'est cette structure violette que vous voyez ici, et la fibre, en tout cas le bouton de la fibre, c'est cette structure verte que vous avez ici. Vous voyez qu'ici, d'emblée, on va se retrouver avec une différence de quantité d'épitopes par capside. Dans le cas de l'exon, qui est un trimère, on va avoir 720 épitopes par capside. Dans le cas de la fibre, on aura seulement 36 épitopes par capside virale. Donc, dans un premier temps, avec une étudiante en thèse, Anastasia Lanzi, on a injecté des souris, C57 Black 6, par voie intrapéritonéale, mais également par voie sous-cutanée. Ici, je vous présente juste les résultats par voie intrapéritonéale, 10-10 particules virales. Et on a regardé ce que faisaient ces différents virus, donc lorsque l'épitope est inséré ici en rouge dans l'exon, ou lorsque l'épitope est inséré dans la fibre. Et donc, vous voyez ici la cinétique d'apparition des anticorps sur l'axe des Y, c'est le niveau d'anticorps anti-ovalbumine. Vous voyez qu'ici, on arrive à un plateau autour de, on va dire, 14 à 21 jours selon les vecteurs. Et quand on injecte avec des vecteurs qui possèdent l'épitope inséré dans la fibre, vous voyez qu'on a également un plateau qui peut varier 14, 21 jours, 28 jours. Pareil ici, 14, 21 jours, 28 jours. Avec une remarque,
quand l'épitope est inséré dans la fibre, on a un certain nombre d'animaux qui ont tendance à ne pas répondre après cette première injection. Donc d'emblée, on se disait qu'on était très content. Donc plus on met d'épitopes dans la capside, c'est le cas quand on insère dans H l'exon, plus on va avoir une réponse anticorps contre l'ovalbumine. C'est complètement logique, et on a une réponse anticorps plus importante quand on a mis plus d'épitopes dans la capside que quand on en met moins ici dans la protéine fibre. Donc, avec cette étudiante, Anastasia Lanzi, on a réinjecté les souris, et à notre grande surprise, je vais vous demander de vous concentrer sur ces deux colonnes-ci et sur ces deux colonnes-là, on s'est rendu compte que quand l'épitope était inséré dans le composant majoritaire, l'exon, eh ben, à la seconde injection, 15 jours après la seconde injection, on voit pas vraiment d'effet d'augmentation de la réponse anticorps anti-ovalbumine. Par contre, quand on a injecté le virus qui possédait l'épitope inséré dans la fibre, eh ben, on voit ici qu'il y a une augmentation beaucoup plus importante de la réponse anticorps anti-ovalbumine. Alors du coup, on a fait l'hypothèse que la différence qu'il y avait entre la première injection et la seconde injection était le fait que les souris avaient vu l'adénovirus et donc avaient peut-être monté une réponse anticorps et cellulaire anti-adénovirus. Donc pour montrer, pour essayer d'analyser si cette réponse anti-adénovirus influençait la réponse contre l'épitope, nous avons utilisé des souris vierges pour l'adéno ou qui étaient immunisées par un adénovirus à capside sauvage, c'est-à-dire des souris qui allaient avoir une réponse cellulaire et des anticorps anti-adénovirus. Et ce qu'on a constaté, c'est que quand l'épitope était inséré dans l'exon, en fait, si les animaux avaient une réponse préexistante contre l'adénovirus, eh ben, ce virus induisait moins de réponse anticorps que si l'animal était vierge pour une réponse immunitaire pour l'adénovirus. Inversement, quand l'épitope était inséré dans la fibre, le fait que l'animal ait été préalablement immunisé contre un adénovirus sauvage, en fait, faisait que ça boostait les réponses anticorps contre notre épitope. Donc ici, ça montre que le type de réponse qu'on obtient, de réponse anticorps qu'on obtient dans le cadre de cette vaccination par épitope display, va dépendre en fait de la présence ou non d'une réponse immunitaire anti-adénovirus. Alors, je n'ai pas ici présenté les résultats expliquant quelle est la contribution exacte de cette réponse immunitaire anti-adénovirus, mais on a pu démontrer que ce sont les anticorps anti-adénovirus qui vont modifier la réponse contre l'épitope inséré soit dans la fibre, soit ici dans le composant majoritaire qui est l'exon. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées, parce que je n'ai pas regardé le chat en même temps. Mais vous n'hésitez pas à interrompre si je ne suis pas clair ou si vous voulez des précisions. Oui, Karim, j'ai peut-être une question. Oui. J'ai deux questions en fait. Est-ce que tu crois que l'effet que l'immunité préexistante dans la souris est là, que l'entrée dans les cellules est différente, que c'est un opsonized virus qui fait la traduction et que c'est grâce à ça que la réponse immunitaire est variée? Je ne pense pas. En fait, alors, je ne dis pas que c'est impossible, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, le trafficking de l'adénovirus particules seules ou particules recouvertes d'anticorps, il va être sûrement différent. En particulier, quand ils vont rentrer dans les endosomes, ils vont pouvoir s'échapper ou ne pas s'échapper, et donc être processés différents, apprêtés de façon différente par les cellules présentatrices d'antigènes, ça c'est sûr. Mais par contre, pour la réponse, alors c'est sans doute vrai pour la réponse cellulaire, mais par contre pour la réponse anticorps, nous avons pu montrer que juste le fait d'avoir des anticorps dirigés contre l'adéno, en fait, allait recouvrir la particule virale et donc cacher l'épitope inséré dans l'exon. Donc on a montré ça par analyse à tout simple. On a déposé sur une plaque ELISA
ce virus-ci, on est arrivé avec un anticorps anti-adénovirus et on a ensuite essayé de détecter l'ovalbumine, le peptide ovalbumine qui avait été inséré, et on a été incapable de le détecter. Donc on pense que du fait que l'épitope B ovalbumine n'est plus accessible, eh ben, on ne génère plus de réponse anticorps. Au contraire, ici, comme la fibre protubère, les anticorps anti-adénovirus étant majoritairement dirigés contre l'exon, un peu contre la fibre, mais surtout contre l'exon, et ben, à ce moment-là, des lymphocytes B peuvent quand même rencontrer cet épitope qui est présent sur la fibre. Après, il y a 3 questions de chat. Oui, alors je ne suis pas sûr de voir le chat, parce que comme je n'utilise jamais... Je tu peux me les lire, s'il te plaît? Ouais. La première, c'est ce que... is it linked to the site of epitope exposition or to the number of epitopes exposed? Okay, so this is difficult to address because if we are inserting the epitopes into the exon, then we have 720 motifs per capsid. If we are inserting the epitope into the fiber, then we have 36 epitopes within the capsid. As soon as you decide to insert into the exon or in the fiber or into the fiber, then you have a number of epitopes that is completely decided by the site of insertion. The second question, can a prime with epitope on hexon followed by a boost with epitope on fiber improve antibody production? Good question, very good question. We did it. When we did this, we did not publish this, but when we did this, we did not see a strong difference. We not, yes, there was not a big difference. Recently, we also produced some vectors combining epitope into the exon and epitope into the fiber in order to have the phenotype of the exon vector, exon modified vector at the first injection, and the phenotype of the fiber modified vector at the second injection. And this is interesting because, as you noticed, when we inject the vector containing the fiber, it's very efficient only after the second injection. So then, by having the epitope also into the exon, we provide, the immune system the ability to respond very early to this epitope. And the third question. Dernière question, par quel mécanisme se fait l'insertion dans fibre au hexone et comment avez-vous contrôlé le nombre de peptides insérés? Par quel j'ai pas entendu le début, par quel mécanisme se fait l'insertion? Ah oui, pardon, je l'ai pas dit, effectivement, je l'ai pas dit parce que j'ai enlevé l'aspect un peu technologique. En fait, nous avons une technologie qu'on utilise, dont je ne suis pas l'inventeur, mais qu'on a utilisé dans le laboratoire, qui avait été mis en place par Aventis. On était un laboratoire mixte avec Aventis, donc maintenant Sanofi. Et donc, on modifie le génome viral par recombinaison homologue dans Escherichia coli. Donc, à façon, on peut introduire avec un plasmide navette toutes les modifications qu'on veut. Donc, ce sont des modifications génétiques. Et donc, ça veut dire qu'on contrôle parfaitement le nombre d'épitopes qui sont présents dans les exons. Donc, si la capside virale contient 240 trimères d'exons, donc 720 motifs d'exons, et donc on aura 720 épitopes. De la même façon, on a 12 trimères de fibres, et donc on aura 36 épitopes présents dans la capside virale. Donc, c'est complètement contrôlé, c'est déterminé génétiquement. Et j'ai une dernière question. Tu injectes 10 puissance 10 particules virales. Ça, c'est beaucoup pour une petite souris. Parce que dans les humains, on injecte presque la même quantité. Est-ce que ça marche aussi avec moins de particules? Oui, on a, dans cette publication qui commence à dater, on avait injecté 19 particules virales et on avait pu montrer que l'exon était à 19 particules virales d'exon, on obtenait le résultat qu'on obtenait avec 10 particules virales de fibres en première injection. Voilà, donc on avait fait la manip avec 10 puissance 9 particules virales injectées.
Absolument. Alors, chez la souris, c'est une bonne remarque. Effectivement, si on regarde le ratio nombre de virus injectés par rapport à la taille des animaux, ou en tout cas du sujet, souris ou homme, par exemple, effectivement, on respecte. Vous verrez que dans les vaccins SARS-CoV-2, ce n'est pas du tout ce même ratio. Mais en fait, la souris est assez résistante, hein, et donc c'est pour ça que souvent les vecteurs sont testés à des doses plus importantes chez la souris. Bon. OK. Alors, évidemment, on a fini ce papier en comparant les réponses immunitaires obtenues par ces vecteurs qui possèdent l'épitope dans l'exon 720 motifs, contre la fibre, ici 36 motifs, avec un virus qui codait pour l'ovalbumine entière, hein. Je ne parle pas de l'épitope ovalbumine, mais l'ovalbumine entière. Donc, sans surprise, le virus qui code pour l'ovalbumine entière, donc la souris sécrète des taux importants d'ovalbumine, donc on va avoir une réponse anticorps anti-ovalbumine très forte. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que le virus qui possède juste l'épitope, pas l'ovalbumine entière, juste l'épitope inséré dans la fibre, vous voyez que dès la seconde injection, il se comporte très favorablement par rapport à ce virus. Donc ça montre que cette approche d'épitope display peut permettre de vacciner les animaux, et de façon intéressante, elle permet de vacciner les animaux malgré la présence d'une réponse anticorps anti-adénovirus. Donc on a continué ce travail avec une autre étudiante en thèse, Alexandra Rankim, et on a posé un certain nombre de questions, en particulier quels étaient les déterminants moléculaires qui contrôlaient l'efficacité de cette vaccination par épitope display. Donc ce qu'on a fait, dans un premier temps, on a pris des souris naïves pour l'adéno, des souris immunes pour l'adéno, c'est-à-dire qui avaient été injectées par un adéno à capside sauvage, donc de façon à avoir une réponse anti-AD5. Et donc vous voyez ici que l'adéno-ova, un virus classique, approche classique de vaccination, où on transfère l'ovalbumine, le gène de l'ovalbumine. Vous voyez que chez un animal naïf, on a une très belle réponse anticorps contre l'ovalbumine. Chez un animal humain, il n'y a pas de réponse anti-ovalbumine, tout simplement parce qu'il y a des anticorps neutralisants qui neutralisent le virus. Et vous voyez qu'ici, notre virus qui possède l'épitope dans la fibre, eh bien, en fait, est efficace, même en présence d'anticorps anti-adénovirus. Donc ici, c'était la démonstration que nous n'avons pas besoin de transfert de gènes pour que ce virus qui possède l'épitope, ce vecteur qui possède l'épitope dans la fibre, soit efficace pour induire une réponse anticorps anti-ovalbumine. Alors, donc ça, c'est une approche un peu indirecte pour dire que, voilà, on n'a pas besoin de l'infection de cellules pour avoir une vaccination contre cet épitope inséré dans la capside. Et donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est dit, bon, on va faire une approche beaucoup plus systématique, et donc on s'est basé sur les récepteurs de l'adénovirus, sur l'interaction de l'adénovirus avec différents récepteurs. Dans le cas de l'AD5, l'adénovirus de type 5 interagit avec le récepteur qui s'appelle Coxsackie adénovirus récepteur, qui permet l'attachement. Il interagit par, ici, un motif avec les intégrines, et ça permet l'endocytose, mais il peut également se recouvrir de facteurs de la coagulation, en particulier le facteur 10, quand il est injecté dans les liquides biologiques, et en particulier dans la circulation, et à ce moment-là, se fixer sur les héparins de sulfate. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a muté nos virus dans les motifs d'interaction. Donc on a muté le virus dans l'exon pour casser son interaction avec le facteur 10. On a muté le virus dans la base du penton, qui est un pentamère, qui possède ici une boucle. À chaque fois, chaque monomère a une boucle qui contient un motif de 3 résidus RGD qui se fixent aux intégrines. Donc on a muté ce résidu RGD, ou on a remplacé la fibre AD5 par une fibre qui ne se fixe plus sur le récepteur CAR. Donc ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle du détargeting, déciblage des vecteurs, de façon à ce que les vecteurs ne puissent plus se fixer au récepteur habituel, naturel de l'adénovirus. Donc on a construit un certain nombre de vecteurs. Donc vous voyez qu'ici, à chaque fois, on a gardé cet épitope ovalbumine dont on a parlé tout à l'heure, inséré dans la fibre, mais on a modifié le penton, donc on a cassé le motif d'interaction avec les intégrines,
casser le motif d'interaction avec le facteur 10 de la coagulation, casser les deux motifs ou changer la nature de la fibre de l'adénome. Et donc, on a construit différents virus. Ici, c'est des caractérisations juste pour vous montrer un petit peu comment on peut vérifier la production des virus. Ici, par exemple, vous voyez un virus à capside sauvage avec différentes bandes de la particule virale purifiée. Ici, vous voyez qu'il y a une bande qui correspond à la fibre et une autre protéine qui est ici. Si on insère l'épitope, on a un retard sur gel que vous voyez ici, parce qu'au lieu d'avoir les deux bandes fusionnées, on a ici une bande et une bande retardée. Donc, systématiquement, vous voyez que tous nos vecteurs possèdent cette bande retardée. Et pour celui-ci, qui possède une fibre différente, en fait, la bande retardée est ici, parce qu'elle est beaucoup plus, la tige de la fibre AD3 est beaucoup plus courte. On a également vérifié la présence de l'épitope sur ces différents virus. Et donc ensuite, on a injecté ces virus chez la souris, C57 Black 6, par voie intrapéritonéale, mais on l'a fait également par voie sous-cutanée. Et vous voyez ici que plus on a déciblé les vecteurs, cassé l'interaction avec le facteur 10, cassé l'interaction avec l'intégrine, cassé l'interaction avec le facteur 10 et les intégrines, cassé l'interaction avec le CAR, vous voyez qu'on a baissé quoi? Baissé la production d'anticorps contre la bêta-galactosidase. Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que je ne l'ai pas dit. Pour des soucis de facilité de visualisation de la production des vecteurs, on leur a mis une cassette d'expression codant pour la bêta-galactosidase, de façon à pouvoir suivre facilement le transfert de gènes et la production des vecteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que les anticorps anti-bêta-gal diminuent. Ça montre tout simplement que ces vecteurs sont de moins en moins capables de transférer leurs gènes et donc de conduire à l'expression de la bêta-galactosidase. Pour autant, ces vecteurs, quand on regarde la réponse contre l'épitope aux albumine, vous voyez qu'on ne voit absolument pas de différence significative, c'est-à-dire qu'après une première injection, ils sont capables de générer une réponse anticorps comme le virus qui possède l'épitope et qui est capable d'interagir avec ces récepteurs. C'est vrai au priming, mais c'est vrai également quand on booste à la seconde injection qui nous intéresse particulièrement pour ce virus à fibre modifiée, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative. Donc ici, c'est un moyen, on va dire, une approche génétique où on a déciblé le récepteur, le virus de ces récepteurs pour démontrer que pour cette approche d'épitope display, où on insère un épitope B dans la capside virale, eh bien, le vecteur n'a pas besoin de se fixer sur des récepteurs particuliers pour induire une réponse anticorps efficace. Alors, on a continué un petit peu dans notre compréhension de la façon dont cette approche de vaccination fonctionne, en se posant la question de quels sont les mécanismes moléculaires qui sont à l'origine de l'efficacité de cette vaccination. Et comme vous le savez, les virus sont détectés par des senseurs moléculaires, des senseurs qui sont essentiellement dans les endosomes, qui sont les toll-like récepteurs, ou éventuellement dans le cytosol. Et dans le cytosol, il y a différents senseurs, dont par exemple une famille de récepteurs qu'on appelle les Rig-like récepteurs. Et donc on a eu la chance de pouvoir utiliser des souris qui étaient à la fois déficientes pour des protéines adaptatrices des récepteurs toll-like ou des protéines adaptatrices, une protéine adaptatrice qui s'appelle MAFS, des récepteurs de type Rig-like récepteurs. Alors, je vous présente juste les résultats qu'on a eus. Je passe sur sa diapo, j'ai simplifié la diapo, mais je ne l'ai pas effacée. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté des souris sauvages ou déficientes dans cette protéine MYD88, qui est un adaptateur demandé par tous les toll-like récepteurs. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'y a pas de différence dans la réponse anti-ovalbumine, donc montrant que pour produire une réponse anticorps anti-ovalbumine efficace, par cette approche de vaccination, on n'a pas besoin d'un signal qui passe par les toll-like récepteurs, ou en tout cas, il n'est pas indispensable. Et ce qu'on a fait également, on a testé après boost, et on voit évidemment qu'il n'y a pas non plus de différence significative. La seule chose que va faire maintenant cette absence de signal par les récepteurs toll-like, c'est qu'elle va changer le type d'isotype anticorps qu'on va produire, et vous voyez qu'ici, on va vers un biais
vers des anticorps de type plutôt associés avec un phénotype de lymphocytes T qui sont des lymphocytes T de type Th2 par rapport à la situation où, si la souris était sauvage, on a beaucoup moins, par exemple, de production d'anticorps anti-IgG1. Donc ici, ce qu'on montre, c'est que la voie des toll-like récepteurs et de la protéine adaptatrice MYD88 n'est pas nécessaire pour induire la réponse anticorps contre l'épitope. On a fait exactement les mêmes expériences dans des souris déficientes pour MAFS, et de la même façon, nous n'avons pas vu de différence dans la réponse anticorps. Donc ça souligne le fait que l'adénovirus est capable de stimuler l'immunité innée par différents senseurs, et qu'il y a différents senseurs redondants qui génèrent cette immunité innée induite par l'adénovirus. Ça peut être les toll-like récepteurs, ça peut être les ring-back récepteurs, et c'est sans doute aussi le système de Segas, et donc il y a d'autres systèmes senseurs qui expliquent pourquoi cette vaccination est assez robuste, même quand on élimine certains voies des récepteurs de l'immunité innée. Donc je résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc on a montré ici, dans ces deux papiers que je vous ai présentés rapidement, qu'on peut insérer des épitopes B dans la capside virale et induire une réponse anticorps, que cette réponse anticorps, elle est non seulement influencée par le site d'insertion, mais également par le statut humain en fait, pour l'adéno, c'est-à-dire est-ce qu'on a une réponse anticorps anti-adéno ou pas. J'ai essayé de vous démontrer qu'on n'avait pas besoin du transfert de gènes, que les voies de l'immunité innée, TLR et RIG-I, ne sont pas nécessaires, ou en tout cas qu'elles sont sans doute redondantes avec d'autres voies, et que par contre, on a pu montrer que quand même que ces voies ne sont pas indispensables, mais elles peuvent quand même influencer le type d'anticorps qu'on peut produire. Alors, ce travail a été publié dans Vaccine et dans Frontiers in Immunol, et on a également déposé un brevet pour protéger le fait de faire fonctionner un vecteur possédant un épitope dans la fibre chez un animal ou chez un patient qui possède une réponse anticorps anti-ADN. Karim, il y a des questions. Parfait. Il y a une question, est-ce que pendant la vaccination, vous utilisez des adjuvants during the first or second injection? The question is in English? Yeah, did you use adjuvants during first or second injection? Okay. So we are injecting the vector alone in phosphate buffer saline in PBS with no adjuvant, and we are controlling the level of endotoxin contaminants. There is no endotoxin in the vector preparation, so there is no extrinsic adjuvant added in the adenovirus preparations. Une deuxième question pour même fond génétique, à quoi est due cette variabilité de réponse contre l'épitope en mode boosting? Je crois. Par ici, ouais. pour cette expérience. Ok, très bien. Alors, effectivement, c'est une très bonne remarque. Alors là, systématiquement, les expériences in vivo ont été faites 2 à 3 fois, minimum 2 fois, quelquefois 3 fois. Dans certaines expériences, on a observé une variabilité avec une distribution aussi large. En général, on a exclu les animaux qui ne répondaient pas, qui ne faisaient pas d'anticorps anti-adéno, parce qu'on a considéré que s'ils ne faisaient pas de réponse anticorps anti-adéno, c'est qu'ils avaient été mal injectés. Et donc, du coup, là, on est vraiment sur des animaux qui ont bien reçu des injections. Donc, effectivement, on a une variabilité qu'on a. Alors, là, c'était des injections intrapéritonéales, mais on a aussi cette variabilité, on a observé. Ici, dans cette expérience, c'est vrai que rarement, en seconde injection, on a eu des animaux négatifs, mais dans cette expérience, ça a été le cas. Je n'ai pas d'explication plus importante. Si, peut-être que, comme on avait travaillé avec des animaux sauvages et MYD et KO, souvent les animaux KO, quand on les obtient un petit peu plus âgés, le temps de les récupérer, etc. Donc il est possible aussi qu'au lieu d'injecter des animaux à 2 mois, on les injectait des animaux à 3 ou 4 mois. Je n'ai plus en souvenir à la date exacte l'âge des animaux, mais ça peut être aussi une variabilité possible. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci.
En fait, j'ai une petite question pour la reconnaissance de la particule après l'entrée dans la cellule. Est-ce que vous avez essayé de faire un epitope display vecteur basé sur le mutant TS1 qui est pas capable de s'échapper de l'endosome? Est-ce que l'échappement de l'endosome c'est nécessaire ou pas? C'est une très bonne question. On a essayé de faire beaucoup de choses, mais on a été très... on n'a pas essayé TS1. Ça, c'est une très bonne question. On n'a pas essayé TS1. On aurait dû, peut-être en particulier pour les épitopes T, la réponse contre les épitopes T. Je ne vais pas présenter les résultats sur les épitopes T parce que les papiers ne sont pas publiés, mais on a testé les épitopes T dérivés de l'ovalbumine. On a montré qu'on a une réponse cellulaire induite par un épitope T inséré dans la capside. Donc, on sait que ça marche. Effectivement, ça pourrait être intéressant de tester selon qu'on s'échappe ou pas de l'endosome, quelle influence ça a sur une réponse cellulaire. Je ne pense pas que ça aura un effet sur une réponse B. En tout cas, je ne vois pas comment directement ça pourrait avoir un effet sur une réponse B. Mais bon, c'est une réponse comme ça a priori. Voilà. Ce qu'on a fait, on a essayé également de purifier des capsides vides d'adénovirus pour savoir si on pouvait utiliser des capsides vides d'adénovirus, mais on a été confronté à, enfin j'ai été confronté à un problème, c'est que l'adénovirus capside vide n'a pas des protéines maturées de la même façon qu'un adénovirus, la particule adénovirale. Donc du coup, je me suis arrêté dans cette approche parce que je me suis dit que ces capsides n'avait sans doute pas tout à fait la même structure que la particule adénovirale qui est présentée ici dans ces articles. Et bon, peut-être que ça serait à réinvestiguer. Et en particulier, il y a une possibilité d'introduire une mutation dans une protéine qui participe au packaging de l'adénovirus, de façon à favoriser la production de capsides vides. Nous avons produit des capsides vides en jouant sur le temps de production des vecteurs, donc c'est peut-être pas la meilleure façon pour obtenir des capsides vides. Peut-être que tu as rencontré cette approche capside vide, Harold, dans tes travaux. Non, non. Non, non, ok. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Oui, très bien. Mais c'est une très bonne question. Et effectivement, c'est intéressant, en particulier pour quelque chose de beaucoup plus sûr. On peut se poser la question d'utiliser une particule complètement vide, sans ADN dedans, et juste une capside vide. Mais en fait, on est un peu limité par les connaissances qu'on a sur le fondamental de l'encapsidation adénovirale. Il y a très très peu de papiers, on va dire 10 papiers qui se battent en duel sur l'encapsidation d'adénovirus et ces aspects-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sorry, there's one more. Yes. Could we expect a similar range of immune response in an entire human vaccinated population? I'm not sure I understand the question. Christine, maybe you can precise your question. Yeah. So in the experiments in the mice, yes, in the one that you're showing there, some had a very good response and some didn't respond. So, for example, when you're vaccinating a human population, could you expect also non-responders? Could I expect, for example, that the vector containing the epitope into the fiber will be better than the one containing the epitope into the exon, for example? It's more the host response, so the human patient or the animal patient. Could you also expect them to not respond? And therefore not... I would say that if we vaccine human beings with, for example, a vector having epitope display, also or expressing epitope on the capsid, having epitope on the capsid, I think I can guess that we can obtain antibody response against this epitope. However, I cannot say that it will be more efficient or less efficient than in mice, because we should do the experiment if you want to know. Okay, thanks. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Is it okay? Yep. OK. Donc là, ces travaux-là que je vous ai présentés, c'est vraiment des aspects très, très précliniques, hein. Vous voyez que c'est des essais pour essayer de tester d'autres voies de vaccination. Et en particulier, on peut se poser la question de combiner cette approche d'épitope display avec l'approche transfert de gènes classique, hein, de vaccination avec un transfert de gènes classique. Donc, c'est des études très cliniques. Maintenant, on va sauter à pieds joints sur les vaccins actuels. Donc, juste avant de passer aux vaccins actuels, donc, voici les différents étudiants en thèse qui ont participé au projet. Anastasia a réalisé les travaux du papier 1, Alexandra les travaux du papier 2, avec l'aide en particulier de Najet. Et les aspects cellulaires, épitope T, ont été investigués par Linda, qui a soutenu sa thèse l'an dernier. Voilà. Donc maintenant, concernant les vaccins basés sur le SARS-CoV-2, sur la glycoprotéine du SARS-CoV-2. Donc, je vous rappelle rapidement le cycle viral du SARS-CoV-2. Donc, le SARS-CoV-2 va se fixer sur des récepteurs, et en particulier sur son récepteur qui est l'angiotensin converting enzyme 2, qui est présent à la surface des cellules intestinales, entérocytes, mais également des cellules pulmonaires, les pneumocytes. Et lorsque ce virus va être internalisé, il va fabriquer il va démarrer sa réplication, produire des virions, et ensuite vous aurez des virions qui seront libérés. Donc il y a juste au passage, je voudrais insister sur le fait qu'on va fabriquer des formes d'ARN subgénomiques qui sont la trace de l'infection virale. Alors maintenant, si on s'intéresse en termes de vaccination sur les cibles du SARS-CoV-2, ici donc vous avez le SARS-CoV-2 qui vous est présenté avec son enveloppe, et puis à sa surface la protéine spike, qui est un trimère. On voit... Il y a une question? Non. Non, ok. La protéine est un trimère, donc vous voyez ici les 3 monomères, et on vous a coloré sur un des monomères le domaine de liaison au récepteur, donc le domaine de liaison à l'angiotensin converting enzyme 2. Ici, vous avez la structure primaire de cette protéine spike, et en particulier le fait que dans cette partie de cette protéine spike, on va retrouver le récepteur binding motif qui est ici, qui va être responsable de la fixation sur ACE. Une autre façon de présenter les choses est de vous présenter la structure tridimensionnelle d'ACE2 et l'interaction de la spike protéine par ce domaine ici en rouge, qui est le domaine récepteur binding motif qui interagit avec ACE2. Voilà. Et donc, évidemment, quand on va vouloir vacciner contre le SARS-CoV-2, l'idée, c'est de fabriquer, en particulier, des anticorps qui vont être capables d'interagir avec la protéine spike et de bloquer l'infection du virus qui se fait par l'interaction entre la spike protéine et le récepteur ACE2. Alors, vous avez vu comme moi que dans l'actualité générale, en fait, les vaccins qui sont basés sur le SARS-CoV-2 se sont développés très rapidement. Généralement, on estimait qu'un vaccin mettait 10 à 15 ans à être développé, et vous voyez qu'ici, on a une cinétique de 10 mois à 1 an et demi pour être développé, puisque Wuhan a commencé à identifier le virus à peu près fin novembre de l'an dernier, et on a eu les premiers vaccins, on va dire en début de cette année, donc un peu plus d'1 an. En fait, ce n'est pas complètement étonnant, parce qu'avant, nous avions eu des infections, des petites épidémies, presque pandémies, au SARS-CoV et au MERS-CoV, qui a touché la péninsule arabique. Et du coup, les gens avaient commencé à développer des études précliniques, à réaliser des études précliniques chez la souris et dans différentes espèces, également chez le primate. Et donc, on avait également des études toxicologiques qui avaient été faites. Et donc, du coup, très rapidement, les gens, ils ont juste changé le type de spike protéine, ils ont cloné tout ça, et ils ont sorti leurs différents vecteurs, et ont commencé les études de phase 1. Est-ce qu'il n'y a pas de toxicité? Phase 2, est-ce que c'est efficace? Phase 3, donc à une plus large échelle.
Et souvent, ces études, vous voyez qu'elles sont overlappantes, c'est-à-dire que la phase 3 démarre alors que les phases 2 ne sont pas complètement finies, par exemple. Les phases 1, phase 2 peuvent être fusionnées. Et également, ce qui a fait gagner du temps, c'est que les laboratoires ont produit les vaccins alors que les études n'étaient pas complètement finies. Voilà, donc ça c'est pour vous brosser un petit peu le tableau général du développement de ces vaccins. Alors, parmi les vaccins, moi je vais m'intéresser juste aux vaccins adénoviraux. Donc il y a plusieurs vaccins qui ont été utilisés et je vais me servir essentiellement de papiers qui ont été publiés dans New England Journal of Medicine ou Lancet. Donc, premier groupe ou premier laboratoire qui ont développé des vaccins, c'est le vaccin de CanSino Biologics, donc un vaccin chinois, dont pour lequel un article a été publié dans Lancet en août dernier, et qui rapportait donc, le fait qu'on pouvait injecter un AD5 codant la spike protéine entière du SARS-CoV-2. Vous voyez les doses qui ont été utilisées, 5-10-10 particules virales ou 10-10 particules virales, en intramusculaire chez 603 volontaires, et ils ont pu observer des anticorps contre la protéine SARS-CoV-2, et ils ont pu également observer que les effets secondaires étaient moins forts chez les gens qui avaient évidemment des anticorps anti-AD5. Donc le transfert de gènes, en absence d'anticorps anti-AD5, quand il y a du transfert de gènes, on a des effets secondaires. Alors, voilà le type de résultats qu'ils ont obtenus. Donc, ils ont fait des ELISA à partir du sérum des personnes incluses dans les essais cliniques. Donc, en général, ce qu'ils ont fait ici en ELISA, c'est qu'au fond de la plaque ELISA, ils ont coté le récepteur binding domain et ils ont posé la question, est-ce qu'on a des anticorps contre le récepteur binding domain? Et vous voyez qu'ici, qu'à 10-11 particules virales injectées ou 5-10-10 particules virales injectées, on a des anticorps significativement différents par rapport au placebo. Si on regarde, donc ça c'est à J14, si on regarde à J28, ben, évidemment, le taux d'anticorps le titre anticorps va être beaucoup plus important et le placebo ne va pas augmenter. Et si on regarde maintenant un test plus fonctionnel, est-ce qu'on est capable de neutraliser le SARS-CoV-2 ou un virus, un pseudovirus SARS-CoV-2, c'est-à-dire un VSV qui porte à sa surface, dans son enveloppe, la glycoprotéine? Ben, on voit qu'à chaque fois, le fait d'avoir des anticorps anti-SARS-CoV-2 fait que vous êtes capable, au final, certains sérums sont capables de neutraliser, ici le SARS-CoV-2, ici un pseudovirion qui exprime la protéine spike du SARS-CoV-2 dans son enveloppe. Alors, ils ont également regardé à partir des PBMC, donc Peripheral Blood Mononuclear Cells des patients, ils ont regardé s'il existait des lymphocytes capables qui ont été activés et qui seront capables d'être restimulés in vitro avec des peptides dérivés de la spike protéine. Et donc, vous voyez qu'ici, qu'à J0, après vaccination, ben, il n'y a pas de différence entre les groupes injectés par le virus ou par le placebo. Et si on regarde à J28, ben, on voit qu'il y a une forte, on va dire, une forte production, une réponse des lymphocytes T qui, en fait, comment on regarde cette réponse? On regarde la production d'interféron gamma par les PBMC. Donc, on peut faire ça, par exemple, par ELISpot, et on mesure le nombre de PBMC qui sont marqués par un anticorps anti-interféron gamma. Alors, ils ont regardé également les side effects, c'est-à-dire les réactions adverses. Donc ici, on peut lire ceci de la façon suivante. Donc on peut regarder les injections qui sont site adverse reaction, c'est-à-dire locales, ou les effets systémiques. Donc dans les effets locaux, ben, c'est douleur, gonflement, rougeur, suintement, itch, démangeaison. Et puis, vous avez aussi d'autres, on peut regarder la fièvre, la fatigue, vomissement, diarrhée, douleur musculaire, etc. Vous voyez qu'on compare 10-11 particules virales contre 5-10-10. On regarde le pourcentage de gens qui ont été touchés par ces événements. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a beaucoup de différence entre 10-10, 10-11 et 5-10-10. Voilà, peut-être juste ici pour la fièvre systémique. 32% des gens ont eu une fièvre systémique, alors qu'à cette dose 2 fois moindre, on a 16% des gens qui ont une fièvre systémique, contre 10% chez les patients en contrôle.
Voilà, donc ça, c'est ce premier vaccin qui a été proposé par cette firme chinoise. Deuxième vaccin, celui dont on a été recouvert dans l'actualité, c'est le vaccin d'AstraZeneca, en fait, qui a été développé par Oxford et AstraZeneca. Donc, il y a des données précliniques qui ont permis le développement de ce vaccin. Donc, ce vaccin est basé sur un adénovirus de chimpanzé qui s'appelle CHAdOx1 et il contient la protéine spike entière. Et il a été testé chez le macaque rhésus en injection de priming seulement ou en injection de type prime boost, donc avec 2 injections. Et ce qui avait été conclu, donc 2 injections avec une distance de 4 semaines entre les 2 injections, injectées en intramusculaire. Et ce qui avait été conclu, c'est qu'on avait des anticorps neutralisants qu'on considérait comme modérés, parce que c'était comparé par rapport aux résultats qui avaient été obtenus, par exemple avec les vaccins ARN. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un challenge avec du SARS-CoV-2 qui a été injecté, vous voyez, c'est une voie un petit peu compliquée, puisqu'ils ont injecté à la fois intranasal, intratrachéal, oculaire et oral. Donc, ils ont essayé d'introduire le SARS-CoV-2 par différentes voies. Et ils ont pu montrer que ça protégeait contre la vaccination, protégeait contre la maladie pulmonaire, contre la réplication. C'est là que je resitue mon ARN subgénomique. Donc, on a moins d'ARN subgénomique, montrant que le virus a été neutralisé, qu'il n'est pas rentré dans les cellules. Et cependant, ils ont pu montrer que dans les voies aériennes supérieures, il restait un petit peu de réplication virale. Donc, dans le poumon profond, on va dire, la protection était bonne. Dans les voies aériennes supérieures, plutôt donc la partie trachée, on va dire, c'était moins efficace. Alors, ceci a conduit à proposer une étude clinique, et donc dans ce papier qui a été publié dans Lancet, toujours au mois d'août, donc ils ont utilisé la dose de 5-10-10 particules virales en intramusculaire, donc dans le deltoïde, et ils ont injecté 1077 participants, et ils ont essayé d'accélérer un peu leur étude en donnant aussi également 2 doses à 10 participants. Alors, quel est le profil, on va dire, de question sécurité de ces vaccins? Donc ici, en haut, vous avez la réponse chez les patients qui ont reçu l'adéno de chimpanzé, et ici en bas, un vaccin contrôle, c'est-à-dire que les gens ont été vaccinés par un vaccin contre le méningocoque. Donc c'est un vaccin qui est déjà sur le marché. Donc c'était l'idée de comparer. Donc, vous voyez que le vaccin sur le marché, on va le laisser de côté. Vous voyez qu'il y a des effets, mais ils sont relativement mitigés, enfin faibles. Si on regarde maintenant les effets qu'on va observer avec le vaccin de chimpanzé, à base de virus de chimpanzé, en fait, on observe de la fatigue, des maux de tête, du malaise, des douleurs musculaires, des états fiévreux. Voilà. Et vous voyez que certains patients ont reçu du paracétamol ou pas de paracétamol pour voir si ça pouvait mitiger, en fait, diminuer les effets maux de tête. Bon, vous voyez que c'est quand même le cas. Et on voit un effet, en fait, de l'administration du paracétamol, un petit effet de l'administration du paracétamol. Ensuite, ils ont regardé si on avait une réponse anticorps chez les patients. Et donc, vous voyez qu'ici, évidemment, si on a reçu le vaccin dirigé contre les méningocoques, qui sont des bactéries qui ont des sucres à leur surface. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'a pas on a du bruit de fond, alors que ici, si on injecte le vaccin de chimpanzé, on voit que à partir de J14, on a un bond dans l'apparition des anticorps, avec une stabilité ici, on va dire à J28. Et puis, ils ont regardé ensuite, ils ont fait une deuxième dose, et pour certains patients, ici, donc Prime Boost, donc chez ces patients qui ont été vaccinés à J28, on voit une augmentation du titre anticorps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé les taux d'anticorps des patients à ce qui existe chez des patients qui ont été malades de la Covid-19, et vous voyez qu'ils ont repositionné certains sérums de cet essai clinique, ici, vous voyez ici, ils les ont repositionnés, c'est les étoiles rouges, par rapport au niveau d'anticorps chez les patients atteints
de la COVID-19, donc infectés naturellement par le SARS-CoV-2. Donc, vous voyez que ça veut dire qu'au cours de la vaccination, on finit par avoir des anticorps qui sont du même niveau de grandeur que les patients qui ont été infectés naturellement parce qu'ils ont développé la maladie. Alors, ils ont également regardé la réponse cellulaire, donc pareil, en travaillant sur, en travaillant sur les PBMC, donc les Peripheral Blood Mononuclear Cells, qu'ils ont restimulés par des peptides issus de la protéine Spike, et ils ont regardé par interféron gamma ELISpot la présence de lymphocytes capables de produire l'interféron gamma. Donc, ils ont donc le nombre de colonies formant produisant d'interféron gamma, et vous voyez qu'à J14, J28, on voit l'apparition de ces lymphocytes T qui ont répondu en restimulation in vitro aux peptides, et vous voyez que lorsque on booste, donc ici vous voyez la réponse, et quand on booste les patients, enfin les patients qui sont dans l'essai clinique, on ne voit pas vraiment une augmentation, donc juste une seule injection suffit pour induire une réponse cellulaire. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. There's nothing in the chat. Ok. Donc je continue. Donc ensuite, dans un autre essai clinique, qui est cette fois-ci sorti à la fin de l'année, ils se sont intéressés à préciser un petit peu plus quelle était la sécurité qu'on avait dans l'utilisation de ces vaccins dérivés de chimpanzés. Et donc, ils ont stratifié leurs patients, 18-55 ans, c'est souvent les patients qui sont inclus dans les premiers essais cliniques. Là, ils ont introduit des patients de 56 à 69 ans et des patients qui étaient âgés de plus de 70 ans. Ils ont injecté 2,2-10-10 particules virales ou 3,5 à 6,5. Il y a eu des confusions dans les doses administrées, donc c'est pour ça que les doses sont un petit peu bizarres par rapport aux essais précédents. Et ils ont injecté une ou deux doses, je reviens sur ma diapo, une ou deux doses chez 566 participants. Alors voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Ils ont observé des réactions locales et systémiques, évidemment plus importantes chez les gens qui recevaient le vaccin adénoviral de chimpanzé que le vaccin contrôle. Les effets secondaires, c'était douleur aussi d'injection, état fiévreux, douleur musculaire, maux de tête. Et ces effets étaient moins communs chez les personnes plus âgées. Donc, ça veut dire que plus on est jeune, plus on développe ces effets. Et donc, ça pose la question, évidemment, de la raison pourquoi, quand on est âgé, on fait moins d'effets, peut-être parce qu'on répond moins fortement, et peut-être aussi parce qu'on a une réponse anticorps antivirus qui peut mitiger les effets de l'adénovirus. On peut en discuter si vous le souhaitez. Et donc, ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence au travers des différents groupes dans la capacité à produire des anticorps neutralisés. Donc, leur conclusion dans cet essai, c'est que dire que ce vaccin de chimpanzé est bien toléré, et en particulier mieux toléré chez l'adulte que chez l'adulte âgé que chez le jeune adulte. Est-ce qu'il y a des questions sur ce vaccin? En fait, il y a deux questions, j'ai raté une. If wild-type viruses help to get a good response after second injection, is there a need to use rare chimpanzee viruses? I assume it refers to the Chinese vaccine, which is a Ad5 vaccine. Actually, it was regarding the previous part of the talk where I thought that the SPICUR injection responded higher, but it's now relevant to this present part of the talk. But still, it might be an interesting question. Why would you need a chimpanzee vaccine if the human vaccine gives a nice response? Okay, this is a good point. I think for the Ad5 vaccines, okay, there was just one study. I'm presenting the previous slides about the Chinese vaccine. Okay, so what they did here,
they use human AD5 encoding a full-length spike. Okay, and what they observe, of course, if people have before the injection a high level or high titer of AD5 antibodies, then we have lower side effects, and also, of course, we have lower antibody against spike protein. Okay, so it means that if the population have a strong level of AD5 antibody, then the vaccine would be less efficient in those people. Okay, so the idea of using a chimpanzee adenovirus or an adenovirus based on another serotype is to circumvent the fact that we have a high frequency of the population have AD5 antibodies. So there's a direct correlation between the level of pre-existing immunity and efficiency? This is not so clear in this paper, but this is not so clear in this paper, and also you have to remind the fact that we are injecting intramuscularly. Okay, so we are forcing the expression. So in the intramuscular region, maybe the virus is less confronted to antibodies than if you inject systemically. Il y a une deuxième question. Pourquoi le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé pour les patients jeunes? Alors, je ne suis pas obligatoirement les recommandations cliniques au jour le jour, mais je dirais que le vaccin AstraZeneca, je reviens dessus, en fait, génère une réponse des effets secondaires plus importants chez le patient jeune. Comme je vous l'ai montré ici, alors je me remets dessus. Alors, c'est pas, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Plus important chez le patient jeune. Alors, peut-être parce que les patients jeunes répondent plus fortement que les patients âgés. Donc ça, c'est naturellement leur réponse immunitaire, leur système immunitaire est plus, on va dire, efficace. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, il faut se rappeler que les patients jeunes ont sans doute moins d'anticorps que les patients âgés, et que les patients âgés ont sans doute des anticorps qui cross-réagissent, ou des anticorps anti-adéno contre d'autres sérotypes adéno, qui vont venir quelque part un petit peu neutraliser l'adéno de chimpanzé, et que peut-être ça mitige un petit peu les effets secondaires de ces adénos induits par ces adénos de chimpanzé. Alors, un argument que je peux raconter aussi, c'est qu'au laboratoire, on a eu pas mal de jeunes qui ont été vaccinés par Gustave Roussy, où tout le personnel a été intégré dans la vaccination, et donc ils ont fait début, je pense c'était début mars, les vaccins pour les gens en dessous de 50 ans, et donc effectivement les en dessous de 50 ans, 30 ans par exemple, avaient souvent une bonne journée un petit peu KO avec le vaccin de chimpanzé. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu as dit que l'injection avec le vaccin adéno, c'est plutôt dans le muscle? Oui. Est-ce que le virus est vraiment capable de traduire le muscle? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'étais en train d'y penser ce matin parce que ça m'a rappelé des travaux très vieux qu'on faisait chez la souris, où on essayait, que je ne faisais pas moi, mais que d'autres gens faisaient quand j'étais en postdoc, et qui testaient le transfert de gènes dans le muscle. Et chez la souris adulte, ça ne marchait pas très bien. Et ça marchait dans des situations vraiment plutôt chez la souris jeune. Je pense que là, on est dans un système où, quand on injecte en intramusculaire, il suffit qu'il y ait un peu de fibroblastes qui traînent dans le coin, ou des cellules présentatrices d'antigènes qui vont être transduites, ou que même très peu de cellules musculaires expriment un petit peu la spike protéine pour qu'elle meure, qu'elle soit avalée par des cellules, ou des corps apoptotiques soient avalés par les cellules dendritiques pour avoir une présentation antigénique. Non, moi aussi, parce que si j'ai bien compris, le chimpanzé, c'est un vecteur type D, ça veut dire qu'il n'utilise pas le CAR comme le AD5.
Oui, mais Même... le CAR, je suis pas de mémoire, je ne suis pas sûr que le CAR soit très présent sur la cellule musculaire mature. Je ne crois pas du tout. Voilà. Donc, du coup, je ne pense pas qu'il faille faire attention aux récepteurs primaires. Là, en plus, quand on injecte de façon locale, on surcharge un virus localement. Donc, je pense qu'il doit y avoir des entrées qui se font maintenant de façon pas tellement spécifique. Une autre question, est-ce qu'on peut conclure que les effets secondaires à la seconde injection seront très probablement moins importants qu'après la première? Si les effets, comme j'essaie de le démontrer, sont liés au fait que le virus rentre dans les cellules et est vu par le système immunitaire et provoque une réaction d'immunité innée, évidemment, si on a des anticorps anti-adéno, ça va empêcher l'entrée dans les cellules et donc la détection par les senseurs de l'immunité innée. Donc, je pense qu'à la seconde injection, on aura moins d'effets secondaires. Si ce sont des effets secondaires de type classique. Maintenant, on peut avoir des effets secondaires de type allergie, par exemple. Dans certains vaccins, c'est décrit. Et là, on peut s'attendre à ce que ça soit un peu différent. Notre question, je voudrais savoir, d'après les informations données, si ce vaccin ou d'autres xénovirus ou sérotypes peuvent être utilisés comme stratégie à long terme, notamment avec le futur variant. Alors, c'est une bonne question. Je propose d'y répondre au moment où on va discuter. J'ai une diapo finale où je discute juste des variants. J'aborde pas trop le problème, mais je vais juste présenter les variants. Et à ce moment-là, je vous propose de discuter de ça à ce moment-là. Tu me rappelleras la question, s'il te plaît? Oui. OK, on continue. Okay. Ouais. Donc ensuite, on passe au vaccin de Johnson & Johnson, donc, dont vous avez suivi le fait qu'il venait d'arriver sur le marché. Donc là, Johnson & Johnson, comme d'ailleurs d'autres systèmes de vaccination, a décidé d'utiliser l'huile adéno-26 et comme d'autres systèmes de vaccination, a décidé de travailler sur la spike protéine, mais en créant différents mutants de cette spike protéine. Donc ici, vous avez la spike protéine avec ici une partie S1 et S2. Donc ici, vous avez un site de sensibilité à une protéase. Et donc, ils ont fait différentes mutations de cette fibre. En particulier, ils ont muté des résidus, ils ont mis des résidus proline pour stabiliser cette protéine. Ils ont muté ce site de clivage. Ils ont testé également des peptides signaux différents. Ça correspond à des peptides signaux différents. De mémoire, je ne me rappelle plus trop ce que ça voulait dire PA, mais peut-être plasminogène activateur, peut-être. Mais voilà, il faudrait que j'aille revérifier. Et donc, ils ont testé en fait une force d'expression, en fait, c'est ça que ça veut dire quand on change le signal de sécrétion, une force d'expression à la surface des cellules. Et donc, ils ont fait des études chez le primate non humain. Donc, voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, ici, vous avez le temps 0, la semaine 2 et la semaine 4 après la vaccination. Et ils ont commencé par faire des tests contre ELISA pour détecter les anticorps contre le récepteur binding domain. Donc, très bien, qu'est-ce qu'on voit? À 2 semaines et à 4 semaines, toutes les constructions génèrent une réponse anticorps anti-récepteur binding domain. Voilà, le contrôle ici, évidemment, n'en génère pas. Toutes les constructions génèrent, évidemment avec un petit peu de variabilité. Maintenant, quand on fait un test de neutralisation avec un pseudovirus, donc un virus, je ne me rappelle plus, c'est du type virus VSV, qui porte dans son enveloppe la glycoprotéine du SARS-CoV-2, la spike protéine du SARS-CoV-2, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ben, on n'a pas trop de variations. Certaines constructions ne vaccinent pas bien, ne génèrent pas d'anticorps neutralisants. Et vous voyez qu'ici, ben, par exemple, celle-ci marche assez bien et elle fabrique des anticorps, elle induit la production d'anticorps neutralisants. C'est cette construction qui semble générer le plus d'anticorps neutralisants.
Si on teste dans la vraie vie, c'est-à-dire avec la capacité à neutraliser un SARS-CoV-2, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit également que cette construction marche beaucoup mieux. Donc, ben, en fait, très bien, ils se sont intéressés aux réponses générées par ces constructions. Ah, il ne faut pas que vous me passiez mes diapos. Dans le macaque rhésus, en injectant donc 10 onces intramusculaires, comme je vous l'ai dit, on observe des titres neutralisants, beaucoup plus importants avec cette construction. Et puis, 6 semaines après, ils ont fait un challenge avec le SARS-CoV-2 par voie intranasale et intratrachéale. Ils n'ont pas pu mettre en évidence d'ARN viraux subgénomiques, donc montrant que le transfert du virus SARS-CoV-2 dans les cellules n'avait pas eu lieu. Un macaque présentait la présence d'un signal positif en PCR quand on cherchait à détecter la présence du virus. Ici, encore une fois, dans la partie haute du tractus respiratoire. Et également, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que lorsqu'on fait le challenge, il n'y a pas vraiment d'augmentation d'anticorps contre le SARS-CoV-2. Alors ça les a conduits à proposer un essai clinique où ils ont utilisé, donc chez l'homme, donc ils ont injecté par voie intramusculaire une faible dose 5-10-10 ou une forte dose 10-10, donc simple ou double, de cet adéno, donc celui qui générait le plus d'anticorps neutralisants, dans 2 cohortes de patients, en fait 3 cohortes de patients, mais il n'y en a que 2 qui ont été analysés, puisque l'essai clinique est toujours en cours. Donc des patients de 18 à 55 ans, ou des patients qui étaient âgés de plus de 65 ans. Quels sont les résultats observés? Ben, pareil, on trouve des effets secondaires, fatigue, maux de tête, myalgie, douleur musculaire, douleur aussi d'injection. On trouve des anticorps neutralisants chez les patients vaccinés, et un aspect original qu'ils ont pu décrire dans cette étude, c'est également qu'on trouvait la production de lymphocytes T de type TH1, donc qui sont associés avec la production de cytokines de type interféron gamma, qui sont présents ici chez ces patients, et également des réponses CD8+. Alors, ils ont fait ensuite un autre essai clinique qui vient juste de sortir dans le numéro de New England Journal of Medicine, ici en avril. Donc, dans cet essai clinique, ils ont regardé les effets secondaires, donc toujours avec cette spike protéine qui n'est plus capable d'être clivée et qui est stabilisée. Alors, je ne vais pas insister sur ça, mais en fait, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que ça permet de stabiliser la spike protéine dans son état pré-fusion, c'est-à-dire cette protéine, normalement, elle est reventilée au moment où elle se fixe sur la cellule. Donc ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils la stabilisent dans une conformation où elle est naturellement sur le virus, de façon à générer une réponse anticorps contre une forme pré-fixation. Donc ici, vous voyez qu'ils ont testé chez les patients le nombre de cas qui étaient infectés, donc de personnes qui développaient le Covid, par rapport au nombre de personnes testées. Donc, vous voyez, 116 sur 3116, ça va vous donner un pourcentage ici autour de 2%, et ici, 348 sur 3916, ça va vous donner un pourcentage autour, on va dire, de 5 à 7%. Donc, si on fait la différence 7% moins 5%, ça veut dire qu'environ 5% des gens ont été protégés par le vaccin, puisqu'il y a 5% de différence. Et ensuite, l'efficacité vaccinale, comment on la calcule? Eh bien, le 5% de différence, on la divise par le 7% de la population normale qui a reçu le placebo. Et donc 5 sur 7%, ça vous donne à peu près 70% de protection. Donc c'est comme ça qu'ils calculent l'indice de protection généralement des vaccins. Donc, vous voyez qu'on a un indice de protection systématique qui est autour de 70%. Ils ont regardé les effets adverses de ces vaccins, les effets secondaires, induits par l'adeno-26 ou par le placebo. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des réactions systémiques, des maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, nausées. Voilà, évidemment, de façon plus importante avec l'adeno-26
qu'avec le placebo. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce vaccin? Non. OK. Et enfin, quatrième vaccin à base d'adéno qui existe, c'est le vaccin qui s'appelle Sputnik, qui est développé par cet institut, Galameya National Center. Et donc, ce qu'ils ont fait, donc ça c'est un article qui a été publié à nouveau dans Lancet en août dernier, ils ont injecté de la D5 ou de la D26, ou ils ont réalisé un prime boost. Ça rejoint un petit peu la question qu'on m'a posée tout à l'heure pour le vaccin chinois. Donc, ils ont injecté de la D26, puis de la D5 en intramusculaire. Donc, vous voyez que ça a touché 76 volontaires, 36 ont reçu une dose et 40 ont reçu un prime boost. 2 formulations ont été testées, soit un virus sous forme liquide qui a été congelé, soit un virus lyophilisé qui est gardé à 4 degrés. Donc, vous voyez ici que l'idée, évidemment, c'est d'avoir un vecteur, un vaccin qu'on puisse beaucoup plus simple pour ce qui concerne la chaîne du froid. Alors, si on regarde, on compare les résultats ici, vaccin congelé contre vaccin lyophilisé, vous voyez qu'à J14, J21, on atteint le plateau d'anticorps anti-spike. C'est vrai avec la D26, c'est vrai avec la D5. Et si maintenant, donc c'est vrai que le vaccin soit congelé ou lyophilisé, vous voyez qu'on ne voit pas vraiment de différence, tout le monde répond à peu près pareil. Si maintenant on regarde ce qui se passe entre le congelé et le lyophilisé en faisant l'expérience, enfin l'essai clinique Prime Boost. Donc, on fait une première injection, et puis à J21, ici, à ce temps-là, on booste avec de la D5. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le titre anticorps qui était apparu ici, en fait, va être augmenté par la seconde injection de vecteur. Et vous voyez qu'ici, de la même façon, on a un titre anticorps, et ce titre anticorps va être augmenté par la seconde injection d'un vecteur différent. Voilà. Ici, vous avez le taux d'anticorps dans les plasmas de patients. Donc, ça vous montre bien qu'en seconde injection, on finit par avoir des anticorps qui sont même plus importants que la moyenne des taux qui sont obtenus chez les patients atteints de Covid-19. Voilà. Donc, la conclusion principale de cet essai, c'est qu'on a une meilleure production d'anticorps en utilisant ce système de Prime Boost. Je crois que j'ai fini avec ces aspects des différents vaccins. Je voudrais juste maintenant faire un petit zoom sur un effet secondaire majeur dont vous avez entendu parler dans les journaux, dans les informations. C'est le fait que le vaccin... oui. Je peux poser juste 2 questions. Oui. En fait, je crois qu'on le peut mettre ensemble. Est-ce qu'une seconde injection entraîne une augmentation de l'efficacité chez le vaccin Johnson & Johnson? Et Myriam pose un peu même la question, pourquoi une seule injection avec le Johnson et pourquoi pas avec les autres? Alors, encore une fois, alors déjà, une précaution oratoire, pour moi, c'est qu'on compare des vaccins, mais on ne les compare jamais dans un même essai clinique. D'accord. Ça, c'est une première chose. D'accord. Donc, la deuxième chose, c'est que donc, je vous présente des essais cliniques différents où on n'a jamais comparé dans le même vaccin l'adéno 26 et c'est-à-dire le vaccin de Johnson & Johnson avec le vaccin de chimpanzé d'AstraZeneca. Ça n'a pas été fait. Maintenant, le vaccin de chimpanzé, ce qui a été montré, c'est que ce qu'ils ont proposé, c'est d'utiliser 2 administrations. Alors que pour le vaccin AD26, ils proposent de ne faire qu'une seule vaccination. Alors, parmi les arguments, je pense, qui expliquent pourquoi ils n'utilisent qu'une seule vaccination, ils ont une spike protéine optimisée, dont l'expression protéique est optimisée, qui est stabilisée, et sans doute où le taux d'anticorps neutralisant obtenu sera plus efficace parce que, en fait, la protéine spike est en configuration préfusion obligatoirement. Voilà. Donc, du coup, dans les anticorps qui produisent contre spike, ils vont favoriser plus la présence d'anticorps dirigés de type anticorps neutralisant. Ça, c'est un premier point.
Deuxième point, c'est qu'ils vont également avoir un niveau d'expression plus important de cette spike protein. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre pour la question sur Johnson & Johnson. Maintenant, si je reviens sur le précédent AstraZeneca, dans AstraZeneca, ils utilisent 2 administrations d'adéno de chimpanzé, sans doute parce qu'ils ont des niveaux d'expression pas suffisants après la première injection. Je n'ai pas d'éléments plus précis que ça, mais je pense que ça doit être dû à ça. OK. OK. Alors, ici, donc ce que les gens ont observé, donc d'abord avec le vaccin d'AstraZeneca, ensuite avec le vaccin de Janssen, c'est des phénotypes de ce qu'on appelle des thrombocytopénies ou thrombopénies thrombotiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une thrombopénie thrombotique? Eh bien, ça veut dire qu'on va voir à la fois observer une baisse plaquettaire dans le sang circulant et en même temps des phénomènes de thrombose, ce qui est un petit peu contre-intuitif au départ, mais c'est tout simplement parce que les plaquettes sont consommées par les phénomènes de thrombose. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que ces thromboses avaient lieu dans des territoires complètement inhabituels, qui sont les sinus cérébraux. Donc, un sinus, c'est une sorte de veine un peu modifiée au niveau du cerveau. Également, on va les retrouver dans des sinus splanchniques, donc dans la partie abdominale. Et ceci n'a pas été observé immédiatement après vaccination, mais 5 à 16 jours après vaccination, plus chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes. Et ça a été associé à des hémorragies cérébrales et des embolies pulmonaires. Alors évidemment, quand vous observez ça, ben, vous faites toutes les batteries d'analyse chez les patients, et ils ont regardé si la coagulation sanguine était activée, ils ont vu qu'elle l'était, en particulier qu'il y avait moins de fibrinogènes, montrant que la coagulation avait eu lieu, et de façon surprenante, ça leur a rappelé un phénotype qui est observé dans certaines pathologies, une pathologie qui s'appelle la thrombocytopénie induite par l'héparine. Donc l'héparine est un anticoagulant, et de temps en temps, lorsqu'on injecte cet anticoagulant, cet anticoagulant va pouvoir interagir avec un facteur qui s'appelle le platelet facteur 4 et conduire à la production d'anticorps anti-platelet facteur 4. Ces anticorps anti-platelet facteur 4 vont venir se fixer sur les plaquettes et provoquer une activation puis une agrégation plaquettaire. Donc dans certains cas, c'est des cas très rares, l'héparine, une injection d'héparine peut induire une réponse immune qui aboutit à des phénomènes de thrombose. Et ici, dans le cas du vaccin, en absence d'héparine, ce qu'ils ont observé, c'est que ces patients, quelques patients, développent des anticorps dirigés contre le platelet facteur 4 qui est associé à des protéines chargées négativement, un peu comme l'héparine. Et ces complexes, en fait, par ELISA, ils ont pu montrer que les patients avaient des anticorps contre ces complexes. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'explication du mécanisme moléculaire. On ne peut pas dire que c'est l'adénovirus directement qui induit une baisse plaquettaire, parce que les doses qu'on injecte en intramusculaire ont très peu de chances d'arriver dans la circulation directement. Et puis si c'était l'adénovirus directement, la baisse plaquettaire arriverait en 1 ou 2 jours, mais pas en 5 à 7 jours. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Voilà, juste pour faire un petit clin d'œil, ici, évidemment, vous savez que la presse s'est agitée sur ce problème d'effets secondaires liés à ces vaccins AstraZeneca ou Janssen. Dans ce cartoon, il est intéressant parce qu'il vous montre, voilà, 4 cas pour 1 million de vaccinés. Donc voilà le pourcentage, le risque que vous avez de faire ce type d'événement thrombotique. Si vous prenez la pilule, voilà le risque que vous avez. Si vous fumez, voilà le risque que vous avez de faire d'événements thrombotiques. Et si vous avez le Covid, vous avez un risque de 16,5%. Donc vous divisez 16,5% par 0,04. Donc vous voyez que ça vous fait un risque qui est énormément plus élevé d'avoir un événement thrombotique si vous faites une infection par le Covid que si vous êtes vacciné.
Il y a deux questions sur la sécurité qui sont pas forcément liées à ça, mais Oui. sur la sécurité à moyen long terme, quel est le devenir des vecteurs vaccinaux dans les cellules musculaires, par exemple, pendant lequel le protéine pourra encore être produit et vu par le système immunitaire? C'est deux très bonnes questions. Alors, un élément pour répondre sur la sécurité, c'est que l'adénovirus est un vecteur non intégratif, c'est-à-dire que son génome ne s'intègre pas dans l'ADN, dans votre chromosome. L'adéno est réputé pour rester associé à la chromatine, hein, donc il ne va pas s'intégrer dans le chromosome, il va être associé à la chromatine. Donc on va éviter les événements de mutagénèse insertionnelle. Vous savez qu'en biologie, il ne faut pas dire il ne fait jamais, hein, il peut y avoir des tas d'exceptions, mais disons que globalement, ce n'est pas son mode d'action de s'intégrer. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'on ait des événements de transformation, par exemple du type tumoral, induites par les vaccins adéno. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la cellule qui va exprimer ce vaccin adéno, dans lequel le vecteur va rentrer, elle va être très vite, normalement, la cible de la réponse immunitaire, puisqu'il va y avoir des antigènes viraux qui vont être vus, des antigènes du SARS-CoV-2 qui vont être vus, et si une réponse immunitaire se monte contre le SARS-CoV-2 et contre les adénos, cette cellule va être éliminée. Donc, sans doute, cette cellule qui est transduite par le vecteur adénoviral, elle a peu de chances de rester à long terme dans l'organisme. Il y avait une deuxième question peut-être que j'ai oubliée. Non, il y a une deuxième, je ne l'ai pas lu. Encore sur la sécurité. Après que le premier CIVIT ait été rapporté, Axel Kahn proposait l'hypothèse qualifiée dans son argumentaire de simple que l'ADN adénoviral AstraZeneca pouvait muter pour prendre une forme réplicative. Les particules sont produites en HEC. Est-ce qu'il y a une vérification systématique des séquences génomiques adénovirales avant mise sur le marché? Alors, de recombinance dans la dose vaccinale. Alors, je ne suis pas tellement qualifié pour répondre là-dessus parce que je ne travaille pas sur des vaccins mis sur le marché. Je ne suis pas un industriel qui produit des vaccins. Ce que je sais pour connaître des gens qui sont en recherche et qui travaillent par exemple sur l'AAV, qui est utilisé aussi pour d'autres choses, l'adeno-associated virus, que déjà à l'échelle recherche un petit peu appliquée, les gens font des tas de batteries de tests pour vérifier la qualité de leur lot de production. Donc je suis certain que les boîtes pharmaceutiques vérifient la qualité de leur vaccins, connaissent leur taux de contamination par ADN, s'il y a un taux de contamination par ADN. Tout ça, c'est quelque chose, je ne peux pas penser qu'ils ne connaissent pas ça. Donc, ils savent ça et ils connaissent le degré de contamination de leur préparation. Est-ce qu'il y a pour un lot d'un vaccin produit une vérification indépendante ou c'est tout fait au niveau de la boîte qui a fait la production? Est-ce que la EMA, par exemple, va vérifier? Je ne peux pas répondre à la question parce que je ne connais pas le process, mais j'imagine qu'il y a je suis certain qu'il y a des certifications qui sont données et que dans ces certifications, il doit y avoir des boîtes qui viennent auditer le processus de production du vaccin. Voilà. Moi, je ne suis pas compétent dans la matière, mais bon, j'imagine que tout ce processus, il est très, très, très régulé. OK. C'est déjà tard. Est-ce que tu as... J'ai presque fini. J'ai juste, voilà, juste une petite diapositive. Donc, je vais vous dire que pour ces vaccins à adéno, ils sont confrontés à des obstacles et des challenges. Évidemment, vous avez entendu parler dans l'actualité leur disponibilité, mais également leur distribution, hein, comment on va les acheminer aux différents endroits. Vous avez vu que la chaîne logistique en France n'est pas si simple, donc vous imaginez dans tous les pays du monde. Leur coût, on n'en parle pas, mais il y a un coût.
Le problème de l'hésitation vaccinale, beaucoup de gens ne veulent pas se faire vacciner, il faut convaincre les gens. Le problème d'efficacité dont on a déjà discuté, le problème de l'immunité anti-vecteur. Il est possible que dans des sous-populations, par exemple, les gens ont des anticorps anti-26, par exemple en Afrique, par exemple. Voilà. Quelle va être la durée de protection apportée par ces anticorps? Est-ce qu'il faudra réadministrer? Vous avez entendu parler du fait que, par exemple, pour les vaccins ARN, on parle d'une troisième vaccination, par exemple. Est-ce que les vaccins vont protéger contre les variants? Donc ça, c'est la grande question. Et je finirai juste par cette diapositive d'un papier qui vient de sortir dans Cell, qui vous montre les différents variants. Alors, comme j'étais un peu chagriné de ne pas trouver facilement quelque chose, j'étais en train de me faire un tableau, et puis je suis tombé par hasard sur cet article, qui est très bien, parce qu'il résume un petit peu les différents variants. Donc, vous voyez, vous avez entendu parler peut-être de ce variant D614G, qui est apparu en Angleterre et en Europe l'an dernier. Voilà, ce variant ne touche pas le récepteur binding domain et ne change pas l'infectiosité du virus. Donc le virus, il joue juste sur la réplication, mais il ne rend pas le virus plus infectieux. Maintenant, vous avez entendu parler du variant anglais, ici en violet. Ben, vous voyez que ce variant anglais a une mutation dans le récepteur binding domain. Vous avez entendu parler du variant sud-africain. Voilà ces variants sud-africains, il y a plusieurs déjà sous-variants. Vous voyez qu'il y a des mutations dans le récepteur binding domain. Et des variants qui, par exemple le variant brésilien, ici P1, qui possède également ces mutations dans le récepteur binding domain. Donc, évidemment, le challenge, c'est est-ce que ces mutations dans le récepteur binding domain, donc les anticorps induits par les vaccins sont dirigés contre le récepteur binding domain, est-ce que ces mutations vont permettre à ces variants d'échapper aux anticorps? Donc évidemment, ça suppose que si c'est le cas, il faudra fabriquer d'autres vaccins avec peut-être également les formes mutées. Voilà, je crois que j'ai fini. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Il y a encore un commentaire. Parce qu'en France, le HCB est compétent en la matière de risque de OGM et pas d'avis à ce jour. Après, il y a une question sur la comparaison de vaccins ADN et vaccins ARN de Pfizer. Est-ce qu'il y a une différence de l'efficacité entre les deux vaccins? Moi, je ne suis pas allé regarder de près les papiers sur le vaccin de Pfizer, Moderna, comparé par rapport à l'adéno. Ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils présentent un pourcentage d'efficacité, comme je vous l'ai expliqué, pour le vaccin de Janssen, et ils montent à 90%. Je ne suis pas allé regarder dans les papiers, dans les essais cliniques, cas par cas, quelles étaient les sous-populations dans lesquelles ils avaient travaillé, euro-caucasiens, asiatiques, etc. etc. Dans certains essais cliniques, ils ont vraiment fait attention à aller regarder différentes sous-populations, de façon à être sûr que le vaccin puisse, en particulier, je pense, dans les derniers vaccins de Janssen, de façon à être sûr que le vaccin puisse avoir la même efficacité dans différentes sous-populations. Je ne sais pas ce qui a été fait pour les vaccins ARN, parce que je n'ai pas regardé de près les essais cliniques. Est-ce que le spike est la seule cible possible pour un vaccin, soit ARN, soit ADN ou recombinante? Est-ce qu'on peut envisager des épitopes moins variants? En fait, on pourrait imaginer un vaccin contre des protéines du SARS-CoV-2, des protéines non structurales, par exemple, du SARS-CoV-2, pour induire une réponse cellulaire. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'arguments pour montrer que la réponse anticorps, elle va être certes nécessaire pour empêcher l'infection, mais qu'une réponse cellulaire est aussi nécessaire pour booster et pour générer des réponses cytotoxiques, pour éliminer les cellules qui sont infectées. Donc, je pense qu'on a une vision, la vision pour l'instant, en tout cas grand public, elle en reste encore un peu simpliste. Les anticorps ne font pas tout, on a besoin aussi d'une réponse cellulaire pour éliminer les foyers de cellules qui sont en train de produire ou qui finissent de produire les nouveaux variants. Après,
AstraZeneca, can blood clots be prevented in high-risk patients by simultaneously vaccinating and treating with anticoagulants? Patients, I guess, it's not patients. Sorry, patients. Yeah. Why not Okay. vaccinate with just spike protein using a mix of variants? I'm not sure I'm understanding the question. So you said that can we use can we vaccinate people while injecting into people heparin, for example? That's the question? No, there are anticoagulant medications available that people can take. So you don't need to inject heparin, but I'm just wondering if high-risk patients can be the idea of reducing blood clots can be treated for high-risk patients. Yeah, but as you see, the frequency of these events, thrombotic thrombocytopenia, is very, very rare. So yeah. I think this is not this option. I think will not be followed. Yeah. So I have a question that I always ask myself. So the RNA vaccines basically contain RNAs, and we're talking here about an RNA virus, which is expressed and transcribed in the cytosol. So now we insert the transgene into a DNA virus and bring it into the nucleus and express it in the nucleus. So these RNAs have never seen a nucleus. So from an evolutionary point of view, they are not optimized, for example, to avoid being, or splice signals have not been eliminated. Is this taken into consideration in adenovirus-based vaccines? The fact that we are overexpressing the mRNA? No, that we are expressing basically an RNA in the nucleus and expose the RNA to the nuclear splicing machinery, for example. Yes. I didn't read. I didn't read how say some discussion about this point, but maybe this is just ignorance. Because I could imagine that if you optimize the transgene for nuclear expression, eliminate or splice signals, that you might reach much higher expression levels. Yeah. Not discussed. Yes, I think I did not check carefully what are exactly the expression cassettes of this spike protein. So maybe the spike protein expression cassette are optimized with some non-coding exon, for example. But I don't know. I don't know. And Guillaume, tu as raison, excuse-moi de revenir sur ma question, mais je voudrais plus de détails et je voudrais savoir si ces vaccins ou d'autres xénovirus ou sérotypes peuvent être utilisés comme stratégie à long terme si la population mondiale n'est plus naïve pour l'adénovirus. Merci pour la question. Effectivement, on n'a pas abordé ce point. Voilà. Donc, évidemment, ça revient sur ma stratégie de prime boost hétérologue. Ça veut dire que vous avez vu déjà que pour l'AD5, la question se pose du fait que les gens ont des anticorps anti-AD5. Donc, est-ce que l'AD5 est un bon vecteur? L'essai clinique chinois dit que on peut avoir une immunisation. L'essai clinique russe dit que ça fonctionne en deuxième dose après l'adéno26. Donc, dans certains cas, malgré la présence d'anticorps anti-AD5, en tout cas, si on estime que 50% de la population présente des anticorps anti-AD5, on voit que dans à peu près que ça va fonctionner, qu'on va arriver, bien qu'on soit vaccin de type AD5, à générer une réponse anticorps. Maintenant, si on est amené à développer des vaccins contre de nouveaux variants, ça veut dire qu'il faudra peut-être réinjecter de nouveaux vecteurs. Donc la question qui va se poser, pour répondre à votre question, c'est est-ce que je vais réutiliser un AD5
codant ce variant, la spike protéine de ce variant, ou est-ce que je vais utiliser un autre sérotype? Alors, vous avez vu qu'on a plenty of serotypes, donc il y a la possibilité d'utiliser des sérotypes différents. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser, c'est quel est le niveau d'anticorps anti-adéno généré par ces différents vecteurs? Ils peuvent éventuellement générer plus ou moins des réponses anticorps, mais disons qu'on a au moins l'option, dans le cas d'adénovirus, d'avoir toute une batterie de variants qui fait qu'on peut imaginer utiliser des variants différents. On sait éventuellement même faire des virus AD5 pseudotypés, c'est-à-dire recouverts par exemple, de protéines d'un autre sérotype. C'est-à-dire qu'on garde toute l'information classique de l'AD5, mais on change juste la surface du virus. Alors, je ne pense pas que les boîtes pharmaceutiques vont s'orienter vers ça parce que ça demande une technologie un peu complexe, ça risque de générer des problèmes de production. Je pense qu'ils vont plutôt s'orienter vers différents sérotypes. Voilà. Et en particulier, il existe plusieurs sérotypes de chimpanzés qui ont été décrits. Il existe d'autres sérotypes humains qui sont en réserve. Donc, je pense que voilà, il y a la possibilité de fabriquer d'autres vaccins. Et enfin, il faut quand même remarquer que comme on injecte en intramusculaire, même si on a des anticorps, il faudrait avoir des études beaucoup plus poussées pour montrer si les gens ont des anticorps, si des personnes ont des anticorps, est-ce que ils sont incapables de générer une réponse anti-spike protéine. Pour l'instant, je n'ai pas vu ces études. Donc, ça veut dire que malgré la présence d'anticorps, sans doute le transfert de gènes est moins efficace. Pour autant, on est capable de générer une réponse anticorps anti-spike protéine. OK. Merci beaucoup pour vos précisions. Si je peux me permettre, j'ai une autre question et j'aimerais savoir d'un point de vue technologique, quelle est la durée de temps nécessaire pour développer ces vecteurs et surtout la production du virus en soi pour ensuite l'injecter. Et est-ce que finalement, on peut rapidement mettre en place cette technologie pour faire face aux variants? Ou est-ce qu'on doit malheureusement peut-être se substituer au Pfizer après l'utilisation d'AstraZeneca? Je vais vous répondre en laboratoire. En laboratoire, nous, il nous faut, quand tout marche bien, 3 mois pour avoir un virus purifié après amplification virale et avoir un stock prêt à être injecté chez l'animal. Donc, nous, il nous faut 3 mois, entre 2 et 3 mois au laboratoire. Je pense qu'un industriel, avec des process, la production d'un vecteur chez un industriel prendra beaucoup moins de temps, puisque là, ce qu'ils doivent faire, c'est juste changer, par exemple, la spike protéine. Après, les process sont exactement les mêmes. S'ils doivent coder pour des variants. Après, la difficulté, c'est évidemment, par exemple, est-ce qu'ils ont besoin d'injecter, arriver à des situations un peu plus compliquées, la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, faut-il injecter un vecteur qui contienne plusieurs variantes de la protéine spike ou plusieurs vecteurs qui codent chacun pour un variant de la protéine spike. Là, ça pose la question au cours du processus de production des vecteurs, comment on contrôle qu'on a exactement ce qu'on veut dans le vaccin en final. C'est-à-dire qu'il faudrait mélanger des vecteurs différents, par exemple, pour être sûr de pouvoir vacciner contre différents variants. D'accord. Je crois que ça a duré très long et c'est beaucoup plus long qu'un séminaire. Je m'excuse. Non, je crois que c'était très intéressant et c'est aussi l'actualité. On a besoin d'informations. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de vaccination. Merci Karim. Merci à vous tous pour vos questions. C'était intéressant d'avoir ces questions-là. Merci. Oui, et merci à tout le monde à participer. Et bon appétit. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.